Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va nous voir parler aujourd'hui de soutenabilité cognitive. Je vous rassure, on va préciser un petit peu le contexte dans le cadre de la discussion, de plateformes de travailleurs indépendants, d'ubérisation et même d'ubérisation du monde du conseil. Donc pour discuter de ces sujets passionnants, nous avons avec nous Lucie Nourry, enseignant-chercheur à Audencia, Frédéric Garcia, enseignant-chercheur à l'IAE de Lille. À distance, n'est pas autour de la table, mais présent David Feldman, le patron de DFC Partner, qui nous détaillera son business, mais qui anime une communauté justement de consultants indépendants. Jean-Michel, partenaire Bearing Point, et moi-même, Pierre Gédage, associé du cabinet de conseil Tasman. Je me permets une petite remise dans le contexte, puisque ce webinaire s'inscrit dans le cadre du prix Syntec Conseil de l'article de recherche en management. Donc c'est un prix qui existe depuis 13 ans, qui vise à rapprocher le monde du conseil et des chercheurs qui ne sont pas toujours très proches en temps normal, j'ai envie de dire. Et dans ce cadre, l'article de Lucie et de Frédéric ici présents a fait partie des articles lauréats dans la catégorie Réinventer le management. Donc c'est un article qui nous a paru avec Jean-Michel qui fait partie comme moi-même du jury du prix, très actuel, très pertinent dans son approche, posant beaucoup de questions intéressantes, claires, ce qui n'est pas toujours la plus grande qualité des articles des chercheurs, du moins dans ceux qu'on est amené à lire. Et peut-être, sans doute, qui nous a peut-être parlé un peu plus à nous, consultants et membres du jury, puisque, bon, évidemment, entendre parler de l'ubérisation de notre beau métier et du fait qu'on n'en aura peut-être plus de métier dans quelques temps peut avoir un côté un peu inquiétant. Mais du coup, je vais laisser la parole à Lucie et Frédéric nous présenter un peu plus leur travail de recherche et les conclusions auxquelles ils ont abouti. Alors peut-être une petite précaution oratoire avant de démarrer pour expliquer le statut du coup, de ce travail de recherche. En fait, on en est au tout début d'un programme de recherche qu'on espère développer sur les prochaines années. Et donc c'est un travail que dans notre jargon on qualifie de théorique. Ça ne veut pas dire déconnecté de la réalité, mais ça veut dire un travail qui consiste en une réflexion basée essentiellement sur les travaux existants qu'on va détailler maintenant. Donc en fait, notre travail il est parti d'un premier constat qui était que alors qu'on voit se développer un certain nombre de plateformes de travail indépendant, y compris dans des secteurs liés aux connaissances, comme le secteur du conseil, comme vous venez de le mentionner, mais on le voit aussi chez les pilotes d'avion. En même temps, dans la recherche académique, on a assez peu d'éléments pour l'instant sur cette dimension connaissance et la capacité des plateformes de travail indépendants à s'étendre au-delà des domaines qu'on connaît bien, comme la livraison de repas à domicile ou les taxis Uber, vers ce type de domaine avec une plus grande intensité donc, en termes de savoir. Donc c'était quelque part notre interrogation de départ. La littérature académique, en fait, quand on la regarde, elle s'intéresse beaucoup à la question du statut juridique de ces travailleurs. Comment on qualifie la relation entre un indépendant et la plateforme, et à la question de la précarisation aussi, beaucoup aux questions socio-économiques. Est-ce que ces plateformes, elles se développent vraiment? Quels revenus elles procurent aux indépendants qui y ont recours, et quelles formes d'exploitation ou de liberté ils peuvent y trouver. Donc c'est ça les questions qui sont prédominantes dans la littérature aujourd'hui. Et donc nous, on s'est interrogé sur le fait de pouvoir quelque part alimenter cette réflexion sur le développement futur des plateformes à travers cette question de la connaissance. Et quand on regarde, en fait, donc ça pose la question de ce qu'on a appelé la soutenabilité de cette plateforme, leur capacité à se reproduire dans le temps. Il y a deux thèses qui s'affrontent de façon plus large sur cette question de la soutenabilité des plateformes. La première, c'est celle qu'on a appelée la thèse de la fin de la firme. C'est un certain nombre de chercheurs, qu'ils soient ravis de ces évolutions ou au contraire qu'ils les critiquent, qui voient dans la montée en puissance de ces plateformes, quelque part, le futur de la relation d'emploi. Et donc l'idée que la firme traditionnelle, avec le salariat, la relation hiérarchique, elle serait vouée à disparaître et à être
potentiellement remplacés par ces plateformes de travail indépendant, que ce serait ça l'avenir du travail. Et face à cette thèse-là, on a un certain nombre d'autres chercheurs, comme Peter Fleming, qui soutiennent au contraire l'idée que c'est un modèle qui est non soutenable et qui est voué à rester relativement marginal. Alors leur premier argument, c'est de dire, mais en fait, quand on regarde les chiffres, ça se développe finalement relativement peu. Et puis, il y a des difficultés de soutenabilité économique, de soutenabilité sociale, en lien avec les débats que j'ai évoqués juste avant, et de soutenabilité organisationnelle. Mais ils nous en disent assez peu sur ce qu'est cette soutenabilité organisationnelle, et on sait finalement assez peu de choses. Donc, il y a quelques travaux qui portent sur la nature de la technologie, quelques travaux qui portent sur la nature de la relation que je qualifierais de RH, quelque part, avec les indépendants, mais on a assez peu d'autres choses là-dessus. Et donc, nous, c'était notre point de départ, de nous dire qu'est-ce qu'on peut dire de la soutenabilité de ces plateformes sous l'angle de la connaissance et des savoirs. Alors pour revenir à la question de départ, donc ce qu'on cherche à se demander à travers cet article, c'est de savoir dans quelle mesure, avec l'ubérisation, on va pouvoir se passer des entreprises classiques, des entreprises traditionnelles. Puisque ce qu'on peut dire, et ce qui est déjà dit dans la littérature, c'est que grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouvelles possibilités de management, par exemple de nature algorithmique, on a créé de nouvelles possibilités de se passer de l'entreprise traditionnelle qui est fondée sur le management hiérarchique et sur le salariat. Et il y aurait une possibilité qui serait nouvelle de revenir à un monde d'agents économiques autonomes, indépendants juridiquement les uns des autres et qui contracteraient de manière ad hoc en fonction de besoins limités, et on sortirait de ce régime de la firme managériale et salariale qui est la forme dominante d'organisation des activités économiques depuis la révolution industrielle. Donc on se demande jusqu'où cette possibilité de se passer de la firme peut aller. Est-ce que ça peut concerner tous les secteurs d'activité? Est-ce que ça peut devenir une nouvelle norme, comme le salariat et l'entreprise sont devenus une norme il y a plus d'un siècle maintenant? Donc il se trouve que pour poser cette question de savoir si on peut ou non se passer de la firme, de l'entreprise classique, il existe un courant de recherche qui est situé à cheval entre l'économie et les sciences de gestion, qui part justement de ce questionnement et qui se demande, d'un point de vue théorique, quand est-ce qu'on a besoin de l'entreprise et quand est-ce qu'on peut s'en passer et que le simple marché d'agents économiques indépendants suffit. Donc ce courant théorique, c'est ce qu'on appelle les théories de la firme. Ça a donné plusieurs prix Nobel, Ronald Coase, Williamson en économie par exemple. Et avec ce courant des théories de la firme, on se demande par exemple pourquoi est-ce que la firme est devenue la norme, par exemple, à la fin du 19e siècle avec la révolution industrielle, comme je le disais. On se demande aussi pourquoi certains secteurs d'activité sont plus susceptibles que d'autres de voir se développer des firmes intégrées, concentrées, qui supplantent progressivement le marché, alors que dans d'autres types d'activités, le marché subsiste comme forme dominante d'organisation des activités. Donc dans ce secteur des théories de la firme, il y a une approche qui est dominante, qui est ce qu'on appelle l'approche de la théorie des coûts de transaction. Cette théorie des coûts de transaction, elle dit qu'on a besoin de la firme là où on doit économiser sur des coûts de transaction. Donc, je ne vais pas développer, parce que c'est un argument un peu sophistiqué sur le plan économique, et ce n'est pas l'objet de la présentation ici, mais si on suit la logique de la théorie des coûts de transaction, alors l'ubérisation, elle serait inexorable, puisque précisément, ce que font aujourd'hui les plateformes de matching algorithmique, c'est qu'elles abaissent les coûts de transaction. Donc, en suivant ce principe-là, l'ubérisation, ça serait le futur de la firme, puisqu'il y aurait quasiment plus de coûts de transaction grâce aux plateformes de matching, de mise en relation. Alors, il se trouve que par ailleurs, il y a un autre courant alternatif dans le champ des théories de la firme, et qui est précisément celui qu'on mobilise dans cet article, qui est celui qu'on appelle la théorie de la firme fondée sur les connaissances, donc Knowledge-Based View en anglais, qui, lui, insiste sur le fait que la firme, l'entreprise, c'est pas simplement quelque chose qui permet d'économiser des coûts de transaction, mais c'est quelque chose qui permet de manipuler des compétences complexes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas vraiment le temps et ce n'est pas l'objet ici. J'invite les auditeurs à se référer à l'article publié dans Management s'ils veulent en savoir plus. En gros, ce courant, il dit qu'on a besoin de la firme quand on a besoin, en gros, de faire trois choses. Quand on a besoin d'intégrer des connaissances complexes, de conserver des connaissances complexes et de créer des connaissances complexes. Donc, l'argument théorique qui est derrière, c'est que plus on est sur une activité qui se caractérise par le fait de requérir des connaissances complexes, poussées, qu'on doit conserver et qu'on doit renouveler en permanence, et bien plus la probabilité de rencontrer une firme plutôt que du marché va augmenter. Alors si on suit ce raisonnement,
en fait, si ces théories sont justes, alors on peut dire que les plateformes de travail indépendant, elles vont avoir des difficultés à être soutenables sur les activités qui justement présentent ces caractéristiques. Donc dans l'article, on fait des propositions, on détaille 3 propositions qui disent qu'on va avoir du mal à avoir des plateformes qui vont être soutenables dans le temps, là où on a des activités qui nécessitent beaucoup d'interdépendance entre les travailleurs, là où on a des activités qui sont intensives en connaissances, et là où on a des activités qui nécessitent un renouvellement régulier des savoirs ou donc de l'innovation. Donc si on suit ces théories, les plateformes sont défaillantes sur les activités de ce type. Et donc c'est pour ça, d'après nous, qu'aujourd'hui on observe par exemple des mécanismes aujourd'hui qu'on pourrait qualifier d'externalisation des fonctions cognitives. Alors, je ne rentre pas dans les détails non plus, mais en gros on dit les plateformes ne sont pas capables en elles-mêmes de créer toutes les connaissances dont elles ont besoin, donc elles vont aller les chercher dans les firmes. Donc elles vont aller recruter des gens qui sont déjà formés, déjà qualifiés, parce qu'ils seront passés dans des entreprises. Voilà, c'est le genre de choses qu'on observe aujourd'hui dans le développement des plateformes. Et une deuxième chose qu'on observe déjà, c'est qu'en fait, les plateformes, elles ne se cantonnent pas quelque part à ces limites-là. Elles vont essayer d'aller plus loin en trouvant des mécanismes pour répondre à ces difficultés éventuelles qu'elles peuvent rencontrer lorsqu'elles s'aventurent dans des domaines à haute teneur en connaissances. Typiquement, elles vont ce qu'on appelle nous s'hybrider avec la firme classique, c'est-à-dire adopter des mécanismes qui sont en fait des mécanismes typiquement retrouvés dans les entreprises classiques, managériales, hiérarchiques et salariales. Typiquement, ça peut être le fait d'incorporer des mécanismes RH par exemple, des mécanismes de sélection, des mécanismes de formation, d'évaluation, de sanctions, etc. Ça peut aussi être le fait de structurer des collectifs. Et on en parlera, je pense, avec notre autre invité tout à l'heure. Le fait d'animer une communauté d'indépendants, de leur apporter des formations, par exemple, ça joue aussi là-dedans. Et ça peut être, enfin, ce qu'on a appelé, nous, le partage des coûts et de la valeur en contribuant au coût de la formation. C'est-à-dire que, par exemple, les pilotes indépendants aujourd'hui chez Ryanair, leur formation, elle n'est pas prise en compte. Peut-être qu'une manière de contrer ce type de difficultés, ça peut être de contribuer à cette formation à travers des mécanismes de fidélisation, de redistribution d'une partie de la valeur ajoutée, etc. Donc, tout l'objet de notre travail à venir, ça va être d'observer empiriquement, et on peut commencer à avoir cette discussion-là ensemble, si nos propositions vont être retrouvées ou pas en pratique, et surtout d'observer, notre conviction, c'est qu'on va observer de plus en plus de ces mécanismes d'hybridation, donc d'observer quelle forme ils vont prendre à l'avenir, comment ça va se matérialiser. C'est tout l'objet des années qui viennent pour nous. Très bien, merci pour ces premiers éléments d'éclaircissement. Du coup, juste avant de passer la parole à David, donc Frédéric, tu l'as évoqué, mais donc l'article est disponible en ligne, en français, en anglais, sur le site de la revue Management, donc avec des arrobas à la place des A. Il y a 2 jours est paru un article qui peut être une introduction à cet article lauréat sur le site de HBR France, donc nous avons coécrit et voilà, qui est inspiré de ces thématiques et de la problématique. Et pour toutes les personnes connectées, vous pouvez poser des questions. Elles seront relayées à Jean-Michel, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui sont en direct, effectivement. Du coup, on va donner la parole à David Feldman, donc le patron de DFC Partenaires, pour justement savoir est-ce qu'il se reconnaît dans ce monde hybride ou pas du tout. David, nous te laissons la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir. Bien que je sois à 4000 km de vous, mais j'ai souhaité effectivement, sur l'invitation de Pierre, de me joindre à vous parce que nous sommes effectivement chez DFC Partners dans le cœur du sujet. Et dans le cœur du sujet de l'hybridation, pour répondre à ta question, Pierre, c'est un grand oui. Et parce que je pense, et c'est mon intime conviction, que l'avenir est là dans le monde du travail et qu'on ne peut absolument pas avoir une vision binaire du monde de l'entreprise managériale, comme vous l'avez appelé, et des plateformes d'indépendants, même si je vais expliquer que nous sommes peut-être une plateforme, en tout cas, certes, nous sommes une plateforme, mais avec peu d'algorithmes.
Donc déjà pour positionner le sujet, DFC Partners, c'est une société qui a pour mission d'optimiser l'efficience des projets IT, des projets informatiques, quels qu'ils soient. Pour ça, nous travaillons à la fois sur le management des projets eux-mêmes, où nous avons développé une méthode de modélisation des facteurs de succès des projets. Nous détectons des talents indépendants que nous mettons à disposition de nos clients qui ont besoin de renforcer leur équipe. C'est aujourd'hui l'une de nos principales activités. C'est pour ça que je suis à vos côtés aujourd'hui. Et nous avons une troisième activité où nous développons une démarche outillée d'optimisation de l'efficience des portefeuilles de projets et des projets eux-mêmes. J'explique tout ça parce que, bien entendu, dans le fait d'imaginer l'entreprise de demain, tous ces sujets-là ont de l'importance. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je pense qu'il faut aussi… il y a énormément de choses à dire sur les différents sujets que vous avez évoqués, donc on peut fonctionner par question-réponse. Nous avons fait le choix… certes, de passer par l'intermédiation, je vais l'appeler ainsi, pour mettre à disposition des indépendants, parce que dans les métiers de l'IT, et notamment notre périmètre, je ne l'ai pas précisé, qui est exclusivement le périmètre de ce que l'on appelle la chefferie de projet, c'est-à-dire l'accompagnement des projets informatiques, eh bien, il y a une dimension soft skills qui est extrêmement importante. Et donc, un moment s'est posé, une différence est apparue sur le marché entre la capacité de mettre à disposition des consultants et la capacité à qualifier ces consultants, certes sur leur savoir-faire, mais ce n'était plus ce qui était différenciant par rapport aux grandes ESN, les entreprises de services numériques qu'on appelait autrefois les SS2I ou toute autre société de ce type, c'était la capacité à identifier les soft skills. Donc, au fur et à mesure de l'évolution du marché, et je vous parle ça depuis que moi j'ai créé DFC Partners, c'est-à-dire 2010, on a bien vu ce monde de l'indépendant, notamment dans l'IT, mais qui a commencé à grandir. D'une part, les gens se sont mis en indépendant sans savoir véritablement, et c'était mon cas, j'ai créé ma société, pour moi, indépendant, pas indépendant, ce n'était pas trop le sujet. Et puis après, on a vu cette population grandir, grossir, et là, on s'est dit, mais elle devient incontournable parce que la compétence et la connaissance se trouvent dans cette population et elle est en train de fuir la société classique. Et donc là, les entreprises se sont retrouvées face à une difficulté, c'est qu'en s'adressant à leurs fournisseurs habituels, ils ne trouvaient plus les compétences. Et donc, ils ont commencé à s'adresser à nous pour dire, voilà, j'ai besoin d'une personne qui a tel savoir-faire, mais surtout qui a aussi tel savoir-être. Et ça, il fallait le travailler en amont. L'humain, la personne humaine avec toutes ses compétences comportementales devenait donc importante. Et la question s'est posée de savoir s'il fallait mettre ces personnes-là dans une, excusez-moi d'être un petit peu direct et no offense pour mes amis qui managent les plateformes algorithmiques, mais dans une belle vitrine en présentant le consultant et en indiquant qu'il coûtait tel prix, ou alors s'il fallait en amont, certes, être une plateforme d'intermédiation, mais avec une qualification en amont et un lien humain, des échanges entre humains extrêmement importants, parce que c'était ça qui était important, c'était d'être capable de dire à nos clients, eh bien oui, nous vous avons trouvé une personne sur mesure. Donc, nous avons fait le choix d'être une plateforme, entre guillemets, d'intermédiation, mais sans algorithme. Tout notre processus de qualification jusqu'à l'accompagnement du consultant pendant la mission est humain, si je puis dire comme ça, mais de nos jours, effectivement, il faut le dire ainsi. Donc, sur ce sujet-là, ça, c'était le premier postulat, on va dire, de DFC Partners, le premier choix. Et donc, effectivement, se pose un autre sujet. Est-ce que dans une économie où la connaissance est importante, où la capitalisation sur la connaissance est importante, où aussi les méthodes sont importantes, parce que dans la chefferie de projet, vous avez la nécessité de maîtriser certaines méthodes. Ça peut être des méthodes de certification, Prince2 par exemple, ou alors l'agilité, l'approche agile, bien entendu, qui est extrêmement importante aujourd'hui dans le management des projets IT. Et donc, on a bien vu qu'à un moment, nous risquions d'être, excusez-moi encore une fois d'être direct, mais des pousseurs de CV. Et ce n'était pas du tout ce que nous souhaitions faire parce qu'encore une fois, nous pensions que l'humain et l'accompagnement de l'humain étaient primordial. Et donc, très vite est venu pour nous
s'est imposé pour nous la nécessité de créer du service autour de notre action, de mettre à disposition une compétence indépendante. Et donc, nous avons du service au-delà du premier et du primordial qui existe, c'est-à-dire l'hyper-qualification du profil. Et puis, autre sujet, eh bien, un indépendant, il faut le respecter. Il est indépendant et il porte bien son nom. S'il est indépendant, c'est que vous ne pouvez pas le manager comme un salarié. Et donc, vous devez à la fois produire, créer, l'accompagner, créer du service autour de cet indépendant, mais tout en respectant son statut d'indépendant. Et c'est là aussi où nous avons beaucoup travaillé, tout simplement en s'adressant à énormément d'indépendants et en essayant de comprendre ce qui était important pour eux, au-delà du fait de se croire indépendant, parce que quand on est indépendant, on n'est pas totalement indépendant, on a éventuellement une société de conseil qui nous a trouvé la mission et on a le client final. Donc, le fait est qu'il faut satisfaire ses clients. Mais l'indépendant, il souhaite son autonomie, il souhaite pouvoir choisir ses missions, il souhaite pouvoir dire non, c'est ce qui est important pour lui. Et dans le même temps, il souffre du fait d'être un petit peu dans une solitude qui, s'il n'a pas le réflexe de s'auto-former lui-même, d'aller vers la connaissance, risque en fait d'assécher sa connaissance, mais aussi d'assécher sa vie professionnelle, si vous me permettez l'expression. Et donc, l'indépendant, lui, dit aussi, bien oui, j'ai envie d'être indépendant et autonome, mais j'ai aussi l'envie de faire partie d'un ensemble. Et puis, j'ai besoin d'être parfois accompagné. Donc, chez DFC Partners, nous avons décidé plusieurs choses. Premièrement, nous avons un accompagnement des indépendants à minima mensuellement. On appelle ça, le nom est ce qu'il est, mais c'est la direction des opérations. Tous les mois, nous contactons les indépendants avec déjà une première idée, c'est de savoir s'ils vont bien, de savoir si la mission les intéresse toujours, de savoir s'ils sont toujours challengés par cette mission, parce que c'est ce qui est important pour un indépendant. Il aime s'amuser, il aime les challenges. Et donc, à partir du moment où il n'est plus challengé, il part. Et ça, c'est la grande différence avec l'entreprise classique, c'est que nous, nos collaborateurs, et on en a plus de 30 aujourd'hui sur les terrains, nos collaborateurs peuvent partir du jour au lendemain. Avec certes un petit peu de préavis, mais ce n'est pas très grand. Donc, il faut travailler au fait de, à la fois, pérenniser la relation avec l'indépendant, et là où on travaille aussi, et je pense que ça va vous interpeller quand vous parlez de l'entreprise managériale, de l'entreprise classique, nous faisons tout pour créer ce qu'on appelle en droit un affectio societatis, c'est-à-dire une affection vis-à-vis de DFC Partners. Donc, il y a cet accompagnement qui se traduit aujourd'hui et on va aller de plus en plus vers ça, vers aussi l'accompagnement sur de la méthodologie. C'est-à-dire que nous avons vu dans le monde des indépendants que, et ça c'est un mouvement qui date de 2-3 ans, les indépendants sont de plus en plus jeunes. Parfois, ils sortent des grandes écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, ils font 2-3 ans dans une grande ESN ou dans un cabinet de conseil et ils se mettent en indépendant. Alors certes, ils ont une première expérience, mais elle n'est pas tout à fait aboutie. Ils ont toutes les qualités de l'indépendant, l'engagement au travail, le sens du bon sens, le parler vrai avec bienveillance, une empathie extrêmement développée, mais ils ont besoin de cet accompagnement méthodologique. Et donc, on produit cet accompagnement méthodologique et même chez DFC, nous allons produire des outils d'évaluation de l'efficience des projets IT à base d'intelligence artificielle ou de statistiques que nous allons mettre à disposition des indépendants pour les aider dans leur mission et pour les aider à apporter de l'aide à la décision à nos clients finaux. Je m'arrête là sur la présentation et la réaction à vos propos et après on peut passer dans un schéma de questions-réponses. Mais ce que j'ai essayé de vous dire là, c'est que je ne crois absolument pas à la disparition de l'entreprise managériale. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est très indépendant, qui est très important, pardon, lapsus révélateur, qui est très important dans ce que l'on dit pour les entreprises qui travaillent avec les indépendants. Tout le monde n'est pas fait pour être indépendant. L'indépendant, c'est avant tout aussi, il faut le savoir, l'incertitude du lendemain. Vous avez des gens qui sont des très, très bons professionnels, mais qui n'aiment pas se réveiller le matin en se disant « je ne sais pas si demain j'aurai du travail ». Ces gens-là sont faits pour être dans l'entreprise managériale classique. Et c'est très bien, et il en faut. Mais à côté de ça, vous avez toute cette nouvelle population qui apparaît et elle est à la fois, comme je l'ai dit, donc indépendante, elle veut son autonomie, mais je ne crois absolument pas
au règne de l'algorithme dans ce marché. Je ne crois absolument pas à la digitalisation absolue dans ce marché et à la disparition de l'humanisation, oserais-je dire, de l'humanité dans ce marché. Et je crois bien au contraire à l'hybridation pour aller chercher, comme vous le disiez, s'inspirer de l'entreprise managériale, mais aussi la corriger là aujourd'hui où elle faillit dans sa capacité à répondre aux aspirations des indépendants. J'allais dire des nouvelles générations. Non, il ne faut pas dire ça, parce que les indépendants aujourd'hui sont sur un range extrêmement large et que vous pouvez aujourd'hui quitter une entreprise à 45 ans, à 50 ans et avoir les mêmes aspirations qu'une personne qui vient de quitter l'école. Merci David. J'ai pas de questions. Ah, bah, ça ne m'étonne pas de... Moi, ça me surprend un peu parce que d'habitude, on a toujours une ou deux au bout d'une demi-heure, mais là, il y en a plein. Bon, après, il y a un public aussi de consultants, donc peut-être que ça les concerne plus. En tout cas, ça bouge pas mal. Il y a beaucoup de sujets autour de la question de l'âge qui a été évoquée. Certains disent, mais ces questions-là, tout ça, alors il y a plusieurs aspects. Il y a déjà, est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre des plus jeunes qui sont peut-être plus intéressés par être dans de vraies entreprises, de vrais cabinets de conseil par exemple, parce que derrière, il y a de la formation, parce que d'ailleurs, certains disent, moi, je n'attends pas que mon manager m'appelle une fois par mois, mais c'est pouvoir le voir tous les jours. Donc, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une dichotomie entre des plus jeunes qui sont peut-être à plus forte aspiration être dans des structures type cabinet de conseil, si on prend cet exemple de ce métier, peut-être jusque dans les 2-3 premières expériences de leur vie, et que c'est plus adapté à des profils peut-être plus seniors, qui, eux, n'ont pas ces enjeux de formation ou d'encadrement. Je ne sais pas, est-ce que c'est des questions que vous avez vues, cette dimension par rapport à l'âge ? Je me demande si ce n'est pas une question plutôt pour David Feldman, qui a plus l'expérience du terrain que nous. Mais est-ce que vous, c'est quelque chose que dans vos études, cette différence par rapport à l'âge, c'est quelque chose que vous avez vu ou pas ? C'est-à-dire que structurellement, effectivement, et c'est pour ça que ça m'intéresse énormément, cet aspect sur l'accompagnement des plus jeunes, alors qu'ils ne sont pas sortants d'école, si j'ai bien compris, qui ont quand même déjà quelques années, malgré tout, d'expérience. Donc il y a une forme quand même d'externalisation de la formation auprès de cabinets classiques, même si c'est que quelques années. C'est-à-dire que structurellement, les structures d'indépendants, elles sont moins bien armées que les cabinets classiques pour pouvoir former les très jeunes qui découvrent le métier, qui n'ont pas encore les méthodologies, les outils, etc. Donc c'est intéressant les mécanismes que vous avez mis en place, vous, pour pouvoir les accompagner justement. Oui, moi je suis d'accord sur le fait que, bien entendu, dans un premier temps, quelqu'un qui sort de l'école va vouloir une structure qui l'accompagne, mais je pense encore que tout dépend des personnalités. Et attention, les personnalités évoluent beaucoup et elles évoluent au fur et à mesure que l'on travaille de plus en plus, et y compris à l'école, sur le développement personnel, sur les sciences cognitives, des choses qui apprennent à se connaître de mieux en mieux dès l'école, et à voir, par exemple, qu'on n'est pas fait pour travailler dans une structure hiérarchique avec une hiérarchie, mais qu'on est fait pour travailler effectivement avec cette autonomie, cette volonté que l'on a de dire, par exemple, et je vous parle de cas concrets, je n'ai pas envie de travailler dans le luxe, je n'ai pas envie de travailler dans une entreprise d'énergie, de fossiles. On a aussi aujourd'hui ce type de sujet. Donc, quand vous êtes dans une entreprise, c'est difficile pour certaines personnes de refuser une mission parce que vous êtes dans l'entreprise, vous avez un contrat qui s'appelle un contrat de subordination. Donc, par conséquent, lorsque vous êtes indépendant, vous avez un contrat, mais ce n'est pas un contrat de subordination. Et c'est très intéressant pour nous d'un point de vue management. Moi, Pierre disait tout à l'heure, je suis le patron de DFC. Je ne peux pas être un patron. J'essaye d'être un leader au jour le jour. Mais si demain, je suis un patron, je perds tous mes chers collaborateurs indépendants et que j'adore, qui travaillent avec nous. Au contraire, ils sont là pour qu'on les accompagne, ils sont là pour qu'on les conseille, ils sont là pour être rassurés sur le fait quelque chose assez bête, mais qui vont être payés en temps et en heure. Et ce n'est pas si bête que ça, c'est très important pour eux, sur le fait que quand bien même nous subissons des retards de règlement, eux, ils vont quand même être payés en temps et en heure. Je le dis parce que c'est ce qui remonte, ça, de nos consultants. C'est quelque chose qui est important pour eux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase de transition. Donc, nous, les entreprises comme les nôtres, qui pensons, qui croyons irrémédiablement à l'hybridation, nous travaillons sur des mécanismes d'accompagnement des collaborateurs. Je dis attention, quel que soit leur âge, parce qu'on a aujourd'hui des très seniors qui ont un savoir-faire extraordinaire,
mais qui ont besoin de progresser sur leur savoir-être. Et on les accompagne aussi là-dessus. Et on va avoir des jeunes qui vont avoir un savoir-être extraordinaire, parce que justement, c'est une génération qui a beaucoup plus investi sur les compétences comportementales, mais qui, en termes de savoir-faire, vont avoir encore des lacunes. Et là, on va les accompagner aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on arrivera à justement réduire ce sujet de dire je suis jeune, donc je ne vais pas dans une entreprise de type hybride. Mais encore une fois, on n'arrivera de toute façon jamais à revenir sur le fait que, et c'est ce que je dis aux jeunes consultants, surtout ce qui est important, apprenez à vous connaître. Peut-être que vous aimerez l'entreprise qui justement vous accompagne et un peu vous dorlote, passez-moi l'expression, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis, c'est très bien, vous dorlote un petit peu, et puis à côté de ça, peut-être que vous n'allez absolument pas supporter cela, et alors à ce moment-là, les entreprises comme DFC Partners sont faites pour vous. Oui, juste un point, parce qu'en arrière-plan, avec cette question de l'âge, nous, c'est des choses auxquelles on a commencé à réfléchir dans l'article. Alors, il n'y a pas encore vraiment de statistiques ou de choses comme ça sur lesquelles on peut s'appuyer. On peut juste relever des tendances qui sont déjà observables aujourd'hui. Et c'est vrai que dans les avenirs possibles du secteur du conseil, il pourrait y avoir une forme de polarisation ou de division du travail entre des grands cabinets qui deviendraient des espèces de pouponnières dans lesquels on formerait les consultants qui, dès qu'ils se sentiraient suffisamment armés, iraient prendre leur envol pour devenir indépendants et intégreraient des plateformes, voire travailleraient de manière complètement autonome. Ça pose quand même une question, ça sera de savoir jusqu'où les cabinets classiques pourront accepter ça, puisqu'il y a quand même un problème derrière de rétention des connaissances sur lesquelles on aura investi, parce que former des gens, ça coûte. Il faut du mentorat, il faut de l'accompagnement, il faut faire confiance à des gens, il faut recruter, etc. Tout ça, ça coûte. Et je pense qu'une des questions majeures qui va se poser dans les prochaines années en lien avec ce que David évoquait tout à l'heure, avec ces nouvelles aspirations à l'autonomie qui sont partagées, qui sont connues de tous aujourd'hui, si on va vers cette dichotomie entre les gros cabinets formateurs pouponnières d'un côté et des cabinets d'indépendants dans lesquels on irait se réfugier dès qu'on aurait suffisamment les armes pour être autonome sur le marché. Voilà. La question de la réaction des cabinets classiques, elle va commencer à se poser sérieusement, je pense. Dans les questions qu'on a, parce que la dimension âge et la formation, effectivement, le côté pouponnière, il y a aussi des remarques sur pour avoir être locataire ou avoir un prêt, c'est mieux d'avoir un CDI. Donc toujours quand on est jeune, en France, ça c'est peut-être aussi une spécificité ou un mal français, hors du CDI, c'est compliqué pour trouver un loyer ou un prêt. Donc est-ce que ce n'est pas aussi une limite, en tout cas dans la première moitié de la carrière, pour ce genre de structure? Bien sûr, ce n'est pas du tout exclu de notre réflexion. C'est-à-dire que nous, du coup, la réflexion, on a décidé de se focaliser sur la question des savoirs et des compétences, mais évidemment, ce n'est pas la seule barrière potentielle au développement des plateformes d'indépendants. Et celles-ci, toutes les autres barrières institutionnelles en font partie. Donc évidemment, il y a d'autres enjeux que la seule question des connaissances. Et donc il faut qu'on pense cette question-là de manière un peu systémique, quoi, quelque part. Mais c'est un argument, je pense que ça peut aller dans le sens de l'aspect pouponnier. C'est-à-dire qu'on observe des comportements de gens qui veulent être indépendants, mais qui, le temps en gros de faire un crédit et d'acheter un appartement, vont aller travailler avec un CDI en tant que salarié classique, et puis une fois qu'on aura franchi ce cap-là, on pourra devenir indépendant. Donc ça va clairement, ça peut pousser dans cette direction-là, et ça met une limite au développement des plateformes, mais peut-être une limite que de court terme, puisqu'en fait, une fois qu'on a trouvé son crédit et qu'on a son appartement, rien n'empêche après derrière de devenir indépendant. À 35-40 ans. Et du coup, je me posais la question de peut-être la double hybridation, parce que là, on parle de l'hybridation des plateformes de travailleurs indépendants, mais pour rebondir sur ton propos, Frédéric, et la réaction des cabinets de conseil, parce que bon, je pense ne pas être contredit par Jean-Michel en disant que ça nous embête un petit peu en tant que cabinet si on forme effectivement quelqu'un pendant quelques années et qui nous quitte, je dirais, comme ça, que ce soit vers une plateforme ou ailleurs, forcément. Du coup, c'est effectivement la question de la réaction des cabinets de conseil et de leur éventuelle hybridation pour quelque part se rapprocher de quelque chose qui ferait qu'on n'aurait plus besoin de partir pour trouver. Je me posais cette question-là, je me demandais si ça ne serait pas votre prochain travail, prochain article sur le miroir de l'hybridation des plateformes. Oui, c'est qu'à la fois, pardon.
Désolée, non, je voulais juste Non. dire à la fois il y a des enjeux à observer les plateformes et leur développement, mais effectivement les acteurs classiques et leurs réactions, et puis vous savez sans doute mieux que nous, que beaucoup de cabinets travaillent déjà avec des réseaux d'indépendants autour d'eux auxquels ils peuvent faire appel, soit pour s'ajuster quand il y a une inadéquation entre les besoins des clients et la capacité interne à répondre aux besoins des clients, soit pour des expertises très ponctuelles, très spécifiques. Donc c'est déjà des choses qui sont en place, à voir si ça va se développer, comment les relations aussi, pas seulement la façon dont les cabinets classiques vont réagir, mais aussi les relations entre eux, les plateformes et les cabinets classiques vont évoluer. Mais je passe la parole à David. Du coup. Tout à fait, tout à fait. J'allais sur le même sujet. Il y a la question classique de la rétention des talents. Ça pose le sujet et ça challenge. Et c'est bien, comme je vous l'ai dit, dans une société hybride comme DFC Partners, nous sommes complètement challengés sur ces sujets-là, sachant que nous ajoutons en plus quelque chose. Nous acceptons de voir partir les gens parce que nous souhaitons qu'ils reviennent. Et c'est ça aussi que j'assume complètement chez DFC Partners, c'est que, et nous travaillons aussi à garder la relation avec les consultants pour qu'ils reviennent une fois qu'ils sont partis visiter d'autres univers technologiques, d'autres environnements, pour qu'ils reviennent plus forts chez nous. Et nous avons effectivement toute une animation de soirées, de choses assez classiques, mais qui gardent l'affection societatis avec des consultants, des fois avec lesquels on ne travaille pas pendant 3, 4, 5 ans, et qui reviennent. Et nous nous connaissons tellement bien que nous savons sur quelle mission les mettre. Ils ont envie de travailler avec nous parce qu'ils savent la sécurité qu'on leur apporte, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, et nous avons envie de travailler avec eux parce qu'ils font partie de la communauté de DFC Partners, ils partagent les mêmes valeurs. Je ne l'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est très important pour nous. Les valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, le respect de l'autre, l'humanisme, le sens du bon sens, le parler vrai avec bienveillance, l'engagement au travail, le sens du résultat, autant de valeurs que l'on trouve beaucoup chez les esprits indépendants. Mais encore une fois, je crois qu'on est là pour être complémentaires. On n'est absolument pas là pour s'opposer. À la limite, les consultants qui quittent les cabinets de conseil, entre guillemets, classiques, parce que je pense que les cabinets de conseil ont vachement bien évolué aussi ces dernières années. Pour en fréquenter un de près, je peux vous dire que voilà, j'aime beaucoup ce qui est fait. Mais un consultant qui quitte un cabinet de conseil pour se mettre indépendant, c'est que dans son esprit, il est indépendant et il ne fera pas un bon collaborateur de cabinet de conseil salariés. Donc, je crois que justement, il faut arriver à travailler ensemble. Nous avons des fois des missions sur lesquelles, et nous le disons, et nous sommes très contents de le faire avec nos clients, nous ne sommes pas pertinents de monter sur ces missions-là, parce que nous n'aurons pas le bon profil. Alors, nous avons aussi des questions pour Frédéric Lucie, côté client. Donc cette fois-ci, parce que là, c'est vrai qu'on parlait plutôt côté consultant ou entreprise. Une des questions, vous dites que les entreprises ne trouvent plus les compétences. Pourtant, ces compétences existent bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elles n'arrivent plus à trouver ces compétences ? Je ne suis pas sûre de saisir exactement. Dans votre présentation initiale, vous avez effectivement dit que les entreprises avaient du mal à trouver les compétences. Lesquelles Qu'elles recherchaient. J'ai une réponse. Moi, je pense que c'est David qui a dit ça. Qui a dit à un moment dans son début sur les son compétences exposé, soft skills, sur les compétences côté client. Où en fait les clients se tournaient, je reformule hein, si j'ai bien compris ce que disait David, il me semble que David à un moment a dit que les clients se tournaient vers les plateformes aujourd'hui telles que celles qui étaient proposées par David parce que du fait qu'il y ait un peu ce mouvement de désertion du salariat, il y a plein de gens qui ne sont plus dans le monde du marché classique qui deviennent indépendants et donc il y a un vivier de compétences qui est aujourd'hui situé chez les indépendants et que les plateformes rendent accessible. Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, David, si j'ai bien compris. Mais tout à fait. Et le problème c'est que l'entreprise classique, pour ne pas dire très classique, n'attire plus. C'est ça le problème de nos jours. C'est que l'entreprise, qui était un espace de sécurité pour le salarié, qui était un espace de réalisation personnelle pour le salarié, qui était un espace de développement pour le salarié, n'est plus cet espace-là. Vous avez des entreprises dans lesquelles la seule chose dont on parle, c'est le problème du manager XY, le problème du management, le problème du burn-out, le problème… C'est de ça dont souffre l'entreprise aujourd'hui. Et les collaborateurs qui deviennent indépendants fuient, et le mot est choisi, fuient ce type de société. Et ils n'en peuvent plus
du petit chez Fayon, de l'organisation trop complexe, de la décision qui met X temps à se prendre, de la transformation dont on parle beaucoup mais qui n'arrive jamais, des valeurs qu'on en affiche sur les murs mais qu'on n'applique jamais sur le terrain. Ils en ont marre de cela. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais des valeurs chez DFC Partners, c'est tous les jours, et je pense que mon équipe pourrait vous le dire, il n'y a pas un seul jour où je ne répète pas les valeurs qui nous drivent tous les jours dans tout ce que l'on fait, parce qu'aujourd'hui, ce que recherchent les travailleurs, c'est que lorsque l'on dit quelque chose, on le fait, ça soit concret. L'entreprise souffre de ça et donc elle ne trouve plus les compétences parce que ces compétences partent. Et c'est là où nous jouons un rôle aujourd'hui. Dans les autres questions, sur la question de la soutenabilité, est-ce que dans votre étude, ou dans vos futures études, puisqu'on a compris que c'était un travail en construction, vous évaluez la réalité de justement la dimension knowledge management, formation dans ces structures hybrides ou totalement dématérialisées, parce que certains me posaient la question de dire, mais est-ce que justement les clients ne vont pas se rendre compte qu'il n'y a pas le même KM dans ces structures-là que dans d'autres structures, des préavis, ça peut être court, mais dans un cabinet en France, c'est 3 mois, alors que c'est sûrement plus court quand on est indépendant. Donc, côté client, ça peut être un problème. Donc, est-ce que c'est des choses que vous suivez, que vous allez suivre? On a eu plusieurs questions sur cette question-là. C'est vraiment au cœur du sujet. sujet. Service, quelque part, au absolument. Et ça va au-delà du fait de réclamer, enfin en tout cas de revendiquer, de dire voilà, nous on a des partages de pratiques, on apporte des formations, on apporte du contenu, etc. D'aller voir ce qui s'y passe vraiment. Est-ce que ce contenu il est vraiment mobilisé ensuite sur les missions avec les clients, comment il est partagé, comment il est combiné. Ça pose la question du travail d'équipe aussi, ce qui est une question que j'avais peut-être aussi pour David après. Comment non seulement on fait en sorte que alors, les consultants, si on parle de consultants là, acquièrent de nouveaux savoirs, maintiennent les savoirs existants, mais comment on fait en sorte qu'ils les combinent. Ça, c'est vraiment au cœur de notre sujet, de voir comment ça se passe ou ça ne se passe pas dans les plateformes. Vous avez des premiers éléments ou de retour ou c'est trop tôt? C'est assez tôt pour nous. Ce qui est intéressant, je pense qu'il y a un certain nombre de plateformes assez connues qui évoluent sur ce sujet-là. Par exemple, il y a une entreprise qu'on cite pas mal dans l'article qui est Eden McCallum, qui est donc au Royaume-Uni initialement et qui a ouvert des bureaux ensuite ailleurs. Au démarrage, eux, ils disaient on est agnostique sur le fond. C'est-à-dire, on n'a pas de sur le fond de ce qui est proposé aux clients, on n'a pas d'avis. C'est pas notre job à nous. Nous, notre job, c'est de mettre en relation un problème avec des consultants. Voilà. Et ils ont quand même évolué sur ce sujet-là. Dernièrement, j'entendais qu'ils avaient commencé aussi à prendre des juniors en interne pour les former, etc. Donc, il y a quand même une évolution. C'est aussi à regarder dans un temps long, je crois. Regarder comment progressivement ces plateformes plus ou moins grosses, plus ou moins connues, elles évoluent aussi sur ces sujets. Du coup, sur le sujet de la combination de plusieurs profils, etc., parce que je dirais en tant que cabinet de conseil, notre mode d'intervention classique, c'est non pas mettre en avant un profil, mais au contraire une équipe avec différents niveaux de seniorité, différentes compétences, etc. Parce que justement, il y a un besoin complexe en face qui nécessite justement une réponse multiple, je dirais, ou combinée dans une seule équipe. Mais parce que ça, c'est d'ailleurs, voilà, et même en dehors du conseil, il y a des tâches complexes, puisque c'était le mot que tu évoquais, Frédéric, à plusieurs reprises, peuvent nécessiter une réponse complexe, si je puis dire. Donc ça, c'est peut-être pas évident pour les plateformes d'attaquer cette partie combination. C'est une vraie question, en tout cas. Là, je pense que c'est un des points sur lesquels on aimerait vraiment entendre David Feldman, c'est sur la constitution de réponses qui ne soit pas simplement on place quelqu'un, une personne, en fonction d'un besoin précis, mais qui soit, on vous propose un ensemble intégré de compétences combinées sous la forme d'une équipe. Et c'est là où, pour nous, il y a les enjeux empiriques les plus intéressants en tant que chercheurs, c'est comment les plateformes vont arriver à faire ça, ce qui était jusqu'ici présenté comme une prérogative spécifique à la firme classique et une des raisons d'être de la firme classique. Donc là, nous, on est très curieux de voir ce que DFC Partners, par exemple, propose pour mettre en place ce type de solution intégrée dans son business model. Alors, déjà, en propos liminaire, je peux dire qu'on n'est pas du tout au niveau de l'accompagnement en termes de formation des collaborateurs tel que peut l'être un cabinet de conseil. En tout cas, chez DFC Partners, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous allons y arriver. Moi, mon souhait, c'est de créer une université DFC Partners pour l'accompagnement des indépendants sur le savoir-faire, et sur le savoir-être. Et ça, c'est un objectif. On va y arriver un jour.
Aujourd'hui, comment on répond à la combinaison pour créer des équipes? C'est la création de la communauté. Voilà, c'est ça qui est important. Pour vous le dire autrement, chez DFC Partners, nous ne cherchons pas à travailler avec tous les indépendants, nous cherchons à construire une communauté avec des indépendants qui répondent bien entendu à des impératifs de savoir-faire, mais qui répondent aussi à des impératifs de compétences comportementales et qui sont alignés avec le projet d'entreprise de DFC Partners et les valeurs que je vous ai présentées tout à l'heure, et donc qui s'engagent également sur ces valeurs. Donc, une fois que nous avons la communauté, cette communauté, il faut le dire, elle est constituée, elle est formalisée dans un outil, une grande CVTech avec de l'intelligence artificielle qui nous permet, par des mots-clés, d'aller chercher des compétences spécifiques, c'est-à-dire pas un profil, on tape les compétences spécifiques et donc là, dans notre communauté, ça nous affiche les personnes qui peuvent répondre à ces compétences. Donc ensuite, lorsque nous avons le besoin de monter une équipe, généralement, cette équipe est constituée d'un interne. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est là l'hybridation, c'est que le directeur de mission, on peut l'appeler comme on veut, parce qu'avec les indépendants, il faut éviter les mots directeur, les mots hiérarchie, les mots contrôle, les mots, tout ça, il faut éviter. Ils détestent ça, ça les fait fuir. Donc on va dire quelqu'un qui est là en sparring partners de la mission. Généralement, c'est un interne. Et cet interne réunit une équipe d'indépendants. Sur la chefferie de projet, ça peut être donc un chef de projet, ça peut être un product owner, ça peut être un ou une PMO. Et ces personnes-là sont indépendantes. Et nous montons des équipes comme ça, et je dois avouer que c'est assez puissant pour manager un projet avec une équipe essentiellement composée d'indépendants, mais qu'on connaît très bien. Donc, je ne sais pas si ça répond directement à la question, mais voilà comment aujourd'hui on y répond. Et par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que l'on souhaite aussi, c'est que la connaissance, on essaye aujourd'hui, et on commence à y arriver, à la modéliser. C'est notre démarche qui s'accompagne d'une solution à base d'algorithmes d'évaluation de l'efficience d'un projet IT. Quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'un collaborateur qui, effectivement, n'a pas tout le savoir-faire, parce que peut-être il est un peu jeune, doit démarrer, accompagner le démarrage d'un projet, eh bien, il va venir avec cet outil d'évaluation de l'efficience du projet qui, lui, détient la connaissance. Par exemple, l'outil détient une matrice de 188 facteurs de succès des projets IT. Bien entendu, quelqu'un qui est sur le marché du travail depuis 2, 3, 4 ans ne peut pas connaître chacun des facteurs, mais surtout ce qui est le plus important dans l'optimisation de l'efficience et dans les facteurs de succès d'un projet, c'est comment ces facteurs de succès s'articulent et s'ils ne s'articulent pas, comment ça peut représenter un risque fort pour le projet. Eh bien, nous avons modélisé ça dans l'outil et l'objectif, c'est ensuite de leur dire, bien voilà, écoute, on va t'accompagner pour que tu puisses utiliser l'outil et ensuite, c'est l'outil qui va t'aider à détecter sur la mission ce que tu apprendras dans quelques années à détecter quasiment tout seul parce que tu auras une grande expérience. Voilà. Réagissez sur le chat aussi, donc réagissez, après moi je vous dirai les réactions qu'on a. Rapidement, c'est intéressant aussi de noter qu'un certain nombre de plateformes d'indépendants, aujourd'hui, ce qu'elles font pour répondre à cette difficulté, qui est vraiment une des plus grosses épines dans le pied de ces plateformes, c'est de demander aux indépendants de former leur équipe, en fait. Et donc, eux travaillent avec des gens avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, ce qui permet quelque part d'externaliser, là encore une fois, le travail d'équipe, le collectif, la formation du collectif. Ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui du coup ensuite interviennent collectivement. Alors, dans les autres limites là, qui sont montées plusieurs fois, et très spécifiques à la France, et ce qui n'est pas le cas en Allemagne ou en Angleterre, c'est le modèle économique. C'est-à-dire qu'en France, sur beaucoup de projets de conseil, c'est du forfait et non de la régie. Donc, ce n'est pas je vous paye à la journée, mais je vous paye au livrable. Ce qui peut poser un problème économique, parce que ces plateformes, elles, prennent un risque. C'est un risque, un forfait. Hein. C'est l'institution, le prestataire de service qui prend le risque. Donc on est dans un modèle très différent. Or, c'est vrai que le marché français du conseil était essentiellement en forfait plus qu'en régie. Donc est-ce que ce n'est pas aussi une grosse limite du modèle économique et là, plus spécifique en France, parce que le mode régie, donc plutôt vente du jour homme, est plutôt fort en Allemagne ou en Angleterre, mais plus faible en France.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu dans vos études? La soutenabilité, cette fois-ci, du modèle économique par rapport à la spécificité du marché français. Oui, c'est une bonne question. Je sais pas comment ces plateformes facturent en France. J'ai regardé un peu la question aux Pays-Bas où je travaillais avant. Et effectivement, on est plutôt sur du jour homme. Donc ça fonctionne assez bien. La question de la trésorerie qui était évoquée, parce qu'effectivement, il faut payer peut-être en avance les indépendants, mais aussi la question du risque. Dans le forfait, vous prenez quand même le risque, si le livrable n'est pas validé ou la solution non validée, de ne pas être payé du tout. Donc, ce n'est pas du tout le même modèle. En termes de partage du risque. La régie ne pose aucun problème et elle est encore très présente, même sur certains projets. Alors, c'est vrai qu'on peut parler du conseil, où là, on est plus sur le forfait. Il y a aussi des projets d'intégration, progiciel ou autres développements spécifiques qui sont au forfait. Aujourd'hui, la façon dont nous, on y répond, c'est justement par l'accompagnement des collaborateurs, comme je l'ai dit, à minima mensuellement. Quand je dis mensuellement, c'est parce que là, on a des consultants qui sont plutôt seniors ou aussi qu'on appelle chez nous avec beaucoup d'affection, vraiment avec beaucoup d'affection, mais les mercenaires, c'est-à-dire c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont indépendants et qui nous répondent parce qu'ils s'inscrivent dans le mode de fonctionnement de DFC, mais en fait, ils n'en ont pas besoin, ils déroulent leur mission et tout se passe très bien. Et c'est ça aussi la force des indépendants, c'est qu'ils ont parfois une autonomie extraordinaire et ils déroulent la mission, ils font un travail fabuleux. Mais effectivement, il faut renforcer le contrôle sur les missions qui sont au forfait. Et surtout, c'est pas… Alors, vous avez vu, moi-même, je fais l'erreur, j'ai utilisé le mot contrôle, qui est un mot qu'on tente de bannir chez nous, mais en tout cas, l'accompagnement pour savoir si tout se passe bien et surtout être très en contact du client parce que c'est là qu'on va détecter d'éventuelles difficultés, d'éventuelles dérives. Et il arrive souvent que si l'on doit aller au-delà du forfait initial, c'est d'un commun accord avec le client. Et donc, on s'entend sur le fait d'élargir le périmètre de la mission. Ce qui est un autre enjeu, ce qui est un autre enjeu du coup pour ces plateformes, c'est de s'assurer de la qualité en fait. Donc la manière de gérer ça pour un certain nombre de plateformes, c'est la sélection à l'entrée. Mais effectivement, il y a des difficultés pratiques à gérer le contrôle de la qualité au long des projets. Qui s'engage l'engagement et donc le contrôle qualité associé. Le temps passe et j'ai encore deux questions plutôt pour vous. Dans une petite piège, petit clin d'œil. Une qui est encore sur le cœur de votre étude. La question est de savoir si dans l'étude que vous continuez, que vous menez, est-ce que vous regardez aussi justement les cabinets de conseil, Tasman, Bearing Point et autres, est-ce que vous leur demandez, eux, comment ils réagissent par rapport à l'évolution de ces plateformes, les partenariats qui montent avec eux, risques, opportunités pour les cabinets classiques? Est-ce que ça fait partie des choses que vous regardez? C'est ce qu'on aime, il faudra qu'on en discute après le webinaire, mais ça fait partie des choses qu'on aimerait regarder, oui, absolument. Ça va dans le sens de ce que Pierre disait tout à l'heure, c'est l'hybridation nous intéresse dans les deux sens. Les plateformes qui vont progressivement peut-être incorporer des mécanismes qu'on associe classiquement à l'entreprise, mais de voir aussi comment les cabinets traditionnels vont réagir. On parlait tout à l'heure de réaction plutôt défensive, qui serait de dire là, on ne veut pas former des gens qui vont partir et donc on a besoin de se défendre contre les plateformes, mais est-ce qu'il n'y aura pas aussi des formes plus collaboratives de partenariat avec des plateformes? Ça a été évoqué tout à l'heure. Ça fait clairement partie de notre programme de recherche en tout cas. D'accord. Et voilà, la dernière que j'avais encore reçue, alors c'est un petit clin d'œil pour vous. Est-ce que demain, votre métier à vous, en tant que chercheur, pourrait être aussi ubérisé? Alors autant je pense qu'il faut regarder les institutions, ne serait-ce que pour le diplôme validé par l'État, donc ça il y a besoin, mais par rapport à votre métier, est-ce que vous voyez une ubérisation possible de votre métier, qui est quand même aussi dans le domaine de la connaissance? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'il y a déjà, par rapport à votre métier cette fois-ci, de chercheur? Il y a deux volets, il y a le volet recherche et le volet enseignement. Sur le volet enseignement, quelque part, le métier il est déjà en partie ubérisé. Il y a beaucoup de vacataires qui enseignent dans nos institutions, que ce soit les universités. C'est assez classique, mais avec un… Et encore, j'allais dire avec un travail plus indépendant, au sens vraiment autonome, mais et encore, parce que parfois il y a des équipes qui travaillent sur des cours, donc ça existe depuis longtemps. Sur la recherche, c'est une bonne question. Mais en fait, la recherche, on pourrait même dire que la recherche, c'est déjà hybride depuis longtemps, puisque en fait, les structures de recherche, si on regarde ce que c'est un chercheur dans la plupart du temps, c'est souvent, là je parle pour moi qui suis universitaire, pas pour Lucie, mais le chercheur est souvent fonctionnaire, c'est-à-dire la recherche fondamentale, typiquement, on l'a fait faire essentiellement au CNRS, etc., à des gens qui ont un emploi à vie, parce qu'ils ont besoin d'avoir une certaine sécurité
pour pouvoir Sur le temps long. créer des connaissances sur le temps long, se projeter, prendre des risques, etc. On a besoin de cette sécurité-là. Mais à côté de ça, l'activité du chercheur, elle a aussi une dimension très entrepreneuriale. Le chercheur, c'est quelqu'un qui travaille qui peut travailler tout seul, qui peut créer des équipes de manière ad hoc, s'auto-saisir d'équipes, un peu comme un consultant indépendant, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, le modèle de la recherche, il est déjà marqué par une certaine hybridation. Il y a des articles, il y a eu, je sais que sur la plateforme The Conversation, il y a eu il y a quelques années plusieurs articles qui parlaient des risques d'ubérisation de l'enseignement supérieur, qui sont aujourd'hui pris très au sérieux par les institutions de recherche et d'enseignement, notamment dans le domaine de la formation au management, puisqu'on peut très bien imaginer des plateformes qui viendraient proposer des solutions de cours en ligne avec les MOOC, par exemple, on l'a vu, c'est aujourd'hui, on peut très bien imaginer cette ubérisation. Autant sur l'enseignement, on le voit déjà, mais c'est vrai que sur la recherche… Et ça pose la question intéressante dont on a peu parlé, me semble-t-il, de la création de savoir. Pas seulement comment on travaille ensemble, comment on combine des savoirs, comment on maintient, mais comment on crée des nouvelles offres de conseils, comment on crée de la nouvelle connaissance côté académique. Ça pose aussi cette question-là. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui nous étaient données en chat. En tout cas, je n'en reçois plus d'autres. Mais en tout cas, la séance a animé les réactions. Est-ce que je peux… Bien sûr. Moi, j'avais une question pour David Feldman, qui est sur le… Le chercheur continue, Ouais. fait son terrain. Non, j'étais en direct. intéressé par… Vous notez. On a vu, il y a eu des reportages à la télé, notamment sur Uber, sur les chauffeurs, sur les livreurs, etc. Donc on sait que sur les activités de plateforme classiques, sur les métiers comme la livraison, le service, etc., le cauchemar des plateformes, c'est la requalification. Mais la requalification dans ces plateformes, elle correspond souvent à une demande des travailleurs de plateforme. Donc je voulais savoir si au sein des plateformes d'indépendants, dans des secteurs plus qualifiés comme celui sur lequel travaille David Feldman, est-ce qu'il y a de temps en temps des pressions à la requalification? Est-ce que c'est un risque auquel on pense dans le futur de son activité, ou alors on se dit en fait non, parce que de toute façon les gens qui sont là, ils viennent chercher de la liberté, point, donc il n'y aura pas de risque de cette nature? Excellente question. Je vais répondre avec un trait d'humour. C'est nous parfois qui souhaiterions requalifier le contrat, mais on n'y arrive pas. C'est nous qui souhaitons, lorsqu'on trouve des pépites, leur dire « mais viens avec nous, on a plein de choses à faire, on a besoin de toi pour accompagner notre communauté d'indépendants, on a besoin de toi ». Et je peux vous dire qu'il y a certains consultants, ça fait 5 ans, 6 ans que j'essaye de les convaincre de venir avec nous, parce que bien entendu, comme je vous dis, ils partent ailleurs, par ailleurs, ils vont vers d'autres missions, donc ils ne sont pas tout le temps avec nous. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Nous n'avons jamais… Alors, nous restons une entreprise à taille humaine d'FC, donc je ne dis pas que j'ai la vérité du marché, mais nous n'avons jamais aucune pression de requalification. Bien au contraire, nous n'arrivons pas à les faire revenir dans le giron du salariat. Je pense sur le plan juridique, ça serait aussi intéressant, parce que là c'est une question juridique, mais aussi vue du client. Quand vous avez un cabinet de conseil, d'ailleurs parfois on monte des groupements entre cabinets de conseil, mais dans le groupement il y a un mandataire, enfin il y a une tête à qui on va s'adresser le jour où il y a un problème et charge à cette tête-là de régler le problème, si je puis dire. Et ce côté juridique, je suis loin d'être juriste, mais je me dis qu'une direction juridique d'un client peut peut-être regarder avec une méfiance, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas… un certain regard, les questions que ça peut poser dans le cas où les choses ne se passent pas comme on souhaiterait qu'elles se passent. C'est un sujet à part entière. C'est un sujet à part entière, Pierre, et il faudrait… il y a un sujet réglementaire. Alors, pour le coup, il se trouve que j'ai une casquette de juriste aussi, puisque ma formation est une formation de juriste. C'est un sujet à part entière qui… je pense, moi, demande une évolution de la législation sur certains autres sujets. Ça peut faire l'objet d'un webinaire à part entière. Écoutez, ça va faire une transition vers la conclusion. Un grand merci avec Pierre. On remercie Lucie, Frédéric et David. Et on voit que le sujet a été passionnant. En termes de publicité, justement pour parler des prochains webinaires, dans le cadre des lauréats du prix Syntec académique 2022, il y a encore 3 webinaires à venir. Dont 2 qu'on fait ensemble d'ailleurs. Le 23 novembre, on sera avec des professeurs d'HEC pour une étude qu'ils ont menée terrain, une recherche autour du déploiement du M-Paiement par Orange Money en Afrique. Le 12 décembre, au soir, on sera avec un professeur de Neoma pour parler leadership et zombies. Non, ce n'est pas un lapsus. Nous allons parler de la série The Walking Dead.
Et enfin, le 30 janvier, alors là, ce ne sera pas un prix lié à un article, mais à un livre, ce sera le prix du livre, qui est sur le marketing durable. Donc nous recevons les 3 auteurs, autrices de ce livre. Un grand merci à tous et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.